Introduire le cadre du projet du programme régional d'action tourbière en Pays de la Loire. Moi je suis Solène Sacré, je suis coordinatrice de ce programme régional au Conservatoire d'espaces naturels du Pays de la Loire. Et en fait, simplement pour vous présenter rapidement le cadre en 2 minutes, donc le PRAT c'est issu d'une curiosité, on va dire, sur la présence et la localisation de tourbières et leur diversité aussi en Pays de la Loire. J'entendais parler tout à l'heure dans les échanges d'une région à tourbière. C'est vrai que les Pays de la Loire, on ne se doute pas forcément que ça va être une région à tourbière. Et en fait, pendant 2 ans, j'ai 2 collègues qui ont bossé sur, essayer de contacter nos partenaires pour savoir faire un peu le bilan des connaissances et des actions de gestion sur différents milieux de Fontainebleau, quoi. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en effet, il y avait nos partenaires qui bossaient un peu partiellement sur leur territoire, sur des tourbières, soit des grandes tourbières de plaine qu'on connaissait déjà, soit des petites tourbières. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une diversité de ces milieux-là sur différents aspects. Donc du coup, on a profité en fait d'un appel à l'initiative biodiversité qui était lancé par l'Agence de l'eau pour lancer ce programme, basé sur l'architecture des prats existants du Limousin et Franche-Comté, donc avec l'appui notamment du gouvernement de Tourbière. Donc voilà, on a lancé ce programme-là et première grosse étape, c'était de prélocaliser les tourbières en Pays de la Loire. Parce qu'on avait déjà ces connaissances-là, des petites connaissances partielles, et on se disait est-ce qu'il y a un gros potentiel ou pas, quoi. Donc voilà, on a lancé une première étude de prélocalisation en considérant le fait qu'en Pays de la Loire, on a un certain nombre de secteurs qui présentaient des différences, différents points de vue biotiques à côté. Donc on a à la fois des tourbières mer-dunaires, des tourbières de vallée, des tourbières sur des massifs un peu plus haut en altitude, bon, pas très loin en Pays de la Loire, mais voilà. Et en considérant aussi une diversité typologique de ces milieux-là. Donc on a fait appel aux compétences d'Alexandre Poirot et de Pierre Roubaix, qui je vais laisser la parole maintenant, qui va vous présenter ce long travail de prélocalisation. Oui, donc là on est sur l'étude où on va voir l'intérêt et l'application de la géomorphologie à l'échelle de la région. Donc là, pour d'autres problématiques, donc Solène vous a proposé le projet. Donc là, dans ce cadre-là, ce que je vais vous présenter, c'est vraiment le pré-inventaire, c'est-à-dire à partir de toutes les données qui existaient déjà, concaténer l'ensemble de ces données-là, faire un état de la connaissance, et à partir de là, utiliser cet état de la connaissance, le croiser avec des données morphologiques et géomorphologiques, pour en fait produire un pré-inventaire et un zonage où on pourra avoir de fortes probabilités de retrouver certains types de tourbières. Et ça pour aider ensuite l'inventaire qui a commencé donc cette année et qui se poursuivra durant plusieurs années sur toute la région Pays de la Loire. Donc là c'était vraiment au final pour aider et à construire une stratégie d'inventaire sur plusieurs années. Voilà. Donc pour ce projet-là, la contrainte c'est qu'on avait des données qui étaient très très hétérogènes, donc des données naturalistes qui étaient parfois anciennes, pas toujours standardisées, ça on en reparlera. Et là, la géomorphologie ici a été utilisée à la fois pour sectoriser l'ensemble de la région Pays de la Loire en des secteurs homogènes qui vont représenter donc des sous-échantillons statistiques, et puis en même temps pour caractériser chaque objet qui aura été pré-inventorié. Et ça c'est le plus intéressant, c'est alimenter ensuite un modèle de prélocalisation auto-apprenant, c'est-à-dire que plus l'inventaire va se prolonger dans le temps, et plus le modèle de prélocalisation pourra s'affiner et donc du coup devenir de plus en plus efficace dans le temps, à la fois pour prévoir les futurs inventaires, mais aussi pour comprendre les configurations géomorphologiques dans lesquelles on va avoir le plus de chances de trouver tel type ou tel type ou tel type de tourbière.
Donc il y a eu plusieurs questionnements scientifico-pratiques qui se sont posés. Le premier, qui est majeur, ça a été, et ça genre, on en reparlera, c'est-à-dire qu'il y a un identifiant commun quand même qu'on a sur tout ce set de données, c'est l'identifiant Corine. Et cet identifiant Corine, pour pouvoir passer de l'identifiant Corine qui reste descriptif à une typologie fonctionnelle, là il y a eu un travail important pour essayer justement de faire le lien entre Corine et une typologie où on pourrait commencer à parler de fonctionnement. Parce que c'était quand même la demande. Ensuite, là, des questions qui sont beaucoup plus cartographiques, qui sont en fait comment on standardise en une seule donnée plusieurs données qui sont très très hétérogènes et à différentes échelles. Donc là, je dirais ça c'est de la cartographie pure et de la gestion de base de données. Là aussi, le préinventaire se voulait et se veut être utilisable à la fois à une échelle fine, qui peut être le 10 millième, jusqu'à une échelle d'analyse régionale. Donc là, on est sur du 500 000. Donc on a là des questions d'emboîtement d'échelle. Et puis enfin, ça j'en parlerai pas dans cette présentation, ça a été comment aussi transformer les résultats du pré-inventaire, c'est-à-dire donc les croisements de données morphologiques avec ce pré-inventaire qui nous a déjà donné quelques pistes de compréhension, en tout cas de fonctionnement de certaines tourbières, à une fiche de terrain concrète, appliquée, qui ensuite sert en fait de base aux années d'inventaire qui vont venir. Et puis cerise sur le gâteau, c'était utiliser le maximum d'open data. Alors, le premier travail, ça a été la sectorisation éco-hydro-géomorphologique. Donc, cette définition-là, bon, ça c'est une définition maison, c'était redécouper la région Pays de la Loire afin d'avoir des secteurs qui soient homogènes dans les conditions de terrain, de relief, de climat, d'organisation hydrographique, et surtout, ça c'est important, dans lesquels on pouvait supposer avoir des conditions d'alimentation hydro-sédimentaire des tourbières qui étaient à peu près spécifiques à chacun de ces secteurs. Voilà. Donc là, le découpage a été élaboré à partir de trois approches. La reprise donc, de découpage qui était déjà existant, donc le découpage des unités paysagères, ça c'est intéressant parce qu'il y a une forte base relief et occupation du sol. Le découpage IFN qui lui est basé sur des approches morphopédo et climat. Et puis phytocénose majoritaire, et puis un découpage morphostructural, donc là que j'ai réalisé sur la base en fait d'une concaténation de plusieurs paramètres morphométriques et d'une analyse experte géomorphologique à petite échelle, c'est-à-dire sur l'ensemble de la région. Donc là on est plutôt sur du 100 000. Donc ça c'est l'analyse morphométrique, donc vous avez en fait tout un ensemble, donc ça ce sont des données qui sont à la fois issues du modèle numérique de terrain, plus un ensemble de données dérivées de ce modèle-là, donc surtout des dérivés qui permettent de caractériser les flux de surface et de subsurface, mais également des données géologiques ou hydrogéologiques qui sont tirées de la BD-LISA, qui est donc la base hydrogéologique du BRGM et qui est en libre accès. Et puis, bon là je ne l'ai pas mis ici, mais également une réinterprétation de la carte géologique, de la carte géomorphologique au 1 millionième sur le nord de la France. Et en fait, l'ensemble de ça a permis de produire une première carte des grandes entités morphostructurales dans lesquelles on peut supposer qu'on va avoir des conditions hydrographiques et de transit hydrosédimentaire qui seront donc particulières. Donc au final, ça donne ceci. Donc là, je vous ai remis quand même pour information le découpage en unités paysagères de la région Pays de la Loire, le découpage IFN, et le croisement entre ça et donc la carte que je vous ai montrée avant, celle-ci, donne cette carte finale-là, où on a 32 secteurs éco-hydro-géomorphologiques qui en fait vont servir ensuite de sous-échantillons statistiques. Donc là, en fait l'idée, c'est vraiment de découper la région à des fins de traitement statistique, mais que ce découpage ne soit pas fait au hasard et qu'il corresponde bien à une réalité en termes de fonctionnement des zones humides et des tourbières. Alors évidemment, la première critique qu'on peut avoir, c'est que ça veut dire qu'on part de l'hypothèse, et
une hypothèse qui a été assumée, qui a été discutée vraiment avant de lancer le travail, d'une forte dépendance donc, des systèmes tourbeux au flux hydrosédimentaire. Ça, c'est un postulat qu'on a placé dès le départ, qui est critiquable, qui veut dire aussi que ce découpage sera un peu moins adapté pour le cas de tourbières qui sont purement ombrotrophes. Mais il a fallu à un moment donné faire un choix, et il a été fait comme ça. Alors, la deuxième étape ensuite, ça a été concaténer l'ensemble des données qui étaient existantes et qui ont été données par les partenaires du projet. Alors, on a les données Natura 2000 de 6 sites, on a des données ponctuelles de présence de gentianes pneumonantes, on a l'inventaire sur l'ensemble de la région Pays de la Loire, donc des zones humides, l'inventaire SNIEF, un inventaire qui avait été fait par le CPE Vendée sur le haut bocage. On a toutes les bases de données du CBN de Brest. Et puis, donc là, on est sur des bases qui sont botaniques. Et puis, on avait deux autres bases qui étaient plutôt pédologiques. Donc, l'inventaire des mines de 1945 à 1950 au 1/25 millième, qui à l'époque répertoriait l'ensemble des sites où on pouvait faire de l'exploitation de tourbe. Et puis, alors ça, c'est une chose qui est exceptionnelle, c'est qu'en Mayenne, chaque commune est couverte par une carte pédologique à 1/10 millième. Ça, c'est quelque chose de rare. Ce qui veut dire que là, on a, à l'échelle de 1/10 millième, tous des petits patchs où on sait qu'on a de la tourbe et on a l'épaisseur de tourbe. Jusqu'à 1,20 m, parce que par contre, ils n'allaient pas au-delà d'une longueur d'arrière. Voilà. Donc, ce qui fait que 1,20 m, on n'a pas au-dessus. Mais, cela dit, en règle générale, on est quand même ici sur cet inventaire-là, sur des épaisseurs qui tournent plutôt autour de 60 à 80 cm. Il est rare d'aller au-delà de 1 mètre. Alors ensuite, il a fallu faire le tri, parce que là, on a des échelles qui sont variées. On a du 5 millième, des échelles qui ne sont pas définies, on a du ponctuel, du polygonal, des qualités typologiques qui sont très très variables. On a les bases du CBN qui sont de très bonne qualité typologique. La base zone humide qui par contre est de qualité typologique très très variable parce qu'on a plusieurs opérateurs, on a des effets d'opérateurs qui sont vraiment très très importants. Il a fallu concaténer l'ensemble de ça. Alors on a déjà enlevé, donc là pareil, suite à des discussions avec le CBN de Brest, avec Pierre, avec le Seine, les bases gentianes et l'inventaire du haut bocage, puisqu'on a considéré que ces deux inventaires-là n'étaient pas suffisants, en tout cas la base gentiane pour justifier du caractère véritablement tourbeux. Donc ils ont été supprimés. On a gardé donc les quatre bases botaniques, sachant que le CBN on a en fait 5 bases dedans. Il a fallu aussi traiter. Et ces bases-là, on les a toutes rassemblées avec l'identifiant Corine. Et concernant les bases pédo, alors l'inventaire des mines est très très riche parce qu'on a une description des tourbes, on sait si on a des tourbes qui sont fibriques, sapriques, si on a des niveaux minéraux ou autres. Par contre, sur la carte pédologique mayenne, on a juste l'épaisseur. Voilà. Donc, comme il fallait pouvoir regrouper l'ensemble, on s'est limité au seul dénominateur commun qui était l'épaisseur des tourbes. Alors ensuite, un des gros travaux, ça a été justement de passer donc, de Corine Biotope à une typologie fonctionnelle. Donc là, c'est Pierre qui s'y est collé. Donc il a travaillé en fait sur l'ensemble des codes Corine potentiellement présents en Pays de la Loire et il les a regroupés par grands types fonctionnels. Alors je me trouve pas ici. Donc un premier type qui est le cœur turfigène, donc qui rassemble en fait vraiment l'ensemble des codes Corine qui peuvent répondre à ce type fonctionnel là. Un type 2 qui est turfigénèse possible ou lien fonctionnel direct. Un type 3 qui est turfigénèse éventuelle suivant le contexte ou le lien fonctionnel direct. Et puis ensuite les autres types, normalement là c'est 4, où il n'y a pas de turfigénèse mais on peut avoir un lien fonctionnel possible. Donc là on est plutôt sur des zones humides périphériques. Et là, on est sur des codes Corine où en fait on a un manque de précision d'information, donc on ne peut pas aller plus loin. Et puis on a créé deux autres codes, le code 0 où là en fait on est sur tous les autres codes Corine qui n'ont aucun lien avec les tourbières, et le code 10 qui permettait de rassembler les deux données pédologiques. Et donc, c'est ce que disait ce matin Pierre, c'est une typologie qui est basée sur une définition de la tourbière qui est qu'une tourbière rassemble des systèmes écologiques caractérisés par une turfigénèse passée ou potentielle. Et c'est sur cette base-là que cette typologie a été construite. Alors ensuite,
On s'est donc retrouvé avec une base qui concaténait l'ensemble de ces informations, qui étaient liées entre elles par au moins le code Corinne et le type fonctionnel. Et ensuite, on a concaténé l'ensemble par ordre de priorité, en fait par qualité de base. C'est-à-dire qu'on a considéré que la donnée CBN avait une précision typo qui était excellente et une précision spatiale qui était bonne, donc on l'a mis en priorité 1. Et ainsi de suite, jusqu'à la dernière base qui est considérée comme la moins fiable, qui est la base zone humide. Et en fait, après, on est parti de cette base zone humide, on a mis la base ZNIEF dessus. Donc dès qu'on avait la base ZNIEF qui recouvrait des polygones de zone humide, ben, elle remplaçait complètement cette base ZH, et ainsi de suite. Donc on est remonté jusqu'au bout pour avoir au final une base qui soit la plus fiable possible. Voilà ce que ça donne. Donc à l'échelle, donc là c'est sous forme de points pour que ce soit à peu près visible. Donc on a un peu plus de 70 000 polygones qui représentent plus de 100 000 hectares sur l'ensemble de la région Pays de la Loire. Donc là vous avez la répartition par type fonctionnel. Alors bon, les types fonctionnels les plus intéressants c'est le 1, le 2 et le 10 parce que là on est vraiment sûr de ce qu'on peut avoir. Les autres types 3, 4, 5, il y a en fait de telles marges d'erreurs que pour le moment elles ont été laissées de côté, en tout cas pour la stratégie d'inventaire à proprement parler. On remarque par contre aussi des zones de vide, par exemple les Mauges ici, le Val-de-Loire, une partie de l'Anjou appalachien, une partie de l'extension du Haut-Bocage vers la partie nord-est du Bas-Bocage vendéen. Donc là, on n'est pas sur des manques réels de tourbières, c'est en fait plutôt des manques d'informations, c'est un problème de récolte à la base, ou peut-être aussi tout simplement qu'il y a eu certains travaux d'inventaire qui n'ont pas été faits durant les 20 ou 30 dernières années dans ces zones-là. Mais en tout cas, ce n'est pas des manques, on va dire, qui sont liés à ces secteurs-là. Alors si par contre, là on a la carte vraiment des types intéressants, donc j'ai enlevé le type 10 parce qu'en fait, le type 10, bah, vous voyez, c'est l'inventaire Mayenne, c'est la pédologie en Mayenne, donc ça fait un gros bloc rouge. Donc si on regarde juste le type 1 et 2, en fait on voit qu'on a une répartition un petit peu partout, avec quand même des concentrations du type 1 sur les collines du Maine, sur les marches de Bretagne ici, un petit peu aussi au niveau du plateau calaisien, et puis après sur la partie bocage vendéen, donc bas bocage et haut bocage. Et puis on a ensuite des ensembles qui sont bien connus de tourbières au niveau de la Brière. Et ça on est sur des zones qui sont bien connues. Donc là c'est sur la fiabilité. Bon, ce qu'il faut retenir en fait, c'est qu'on a 50% de l'inventaire qui est finalement constitué par les données du CBN, donc des données de bonne qualité typologique. A contrario, on a également 40% de cet inventaire qui sont constitués par l'inventaire de zone humide, où là par contre on a de grosses incertitudes sur la qualité des données. Et chose intéressante, c'est que les types 1, 2 et 10 représentent à peu près un peu plus de 1500 polygones, soit 2,3% de l'inventaire général, et qu'en fait ces types 1, 2 et 10 sont souvent, enfin en tout cas sont souvent issus des données CBN et Natura 2000, donc avec plutôt une bonne fiabilité. Voilà. Et ensuite on passe à l'approche morphométrique, donc c'est-à-dire que l'ensemble de ces types-là ont été recroisés avec toutes les données géomorphologiques que l'on pouvait avoir, qui sont issues du modèle numérique, donc altitude, pente, les flux, hauteur enfin position sur le versant et autres, donc ça je vais vous faire un petit peu le point. Donc avec une technique qui est simple, qui est le calcul du risque relatif, donc on fait le pourcentage de tourbières de type 1 sur tel type de pente par rapport au pourcentage du reste sur tel type de pente. Et ça nous permet de voir si on est significativement, enfin si c'est un facteur qui est significatif ou pas. Donc nous on a retenu 2. Donc, par exemple pour le type 1 ici, donc là on est sur la pente et on voit qu'à l'échelle région, ce type fonctionnel 1 a une prévalence de présence sur des pentes de 5 à 30 degrés. Voilà. A l'inverse, on a une absence significative des types 4, 5 et 10 ici,
sur des pentes supérieures à 12 degrés. Donc ça, c'est des premiers éléments, en tout cas, de positionnement que l'on peut tirer. Et donc ça a été fait avec l'ensemble de tous les facteurs. Donc je vous ai mis ici les résultats majeurs, essentiellement pour le type 1, en fait. C'est vraiment celui qui se distingue le mieux. Donc le type 1 qui est présent surtout sur des altitudes supérieures à 250 et surtout au-dessus de 300 mètres. Concernant les précipitations, on a surtout un gros pic au-dessus de 1000 mm par an. Concernant les valeurs de concentration d'écoulement de surface, là c'est très intéressant parce qu'en fait le type 1 n'est absolument pas présent dans les zones d'engorgement topographique. On va le retrouver au contraire dans des zones de départ de flux. Bon, des altitudes relatives, donc ça c'est l'altitude par rapport au fond du Talweg. Là c'est pareil, on a une présence significative du type 1 sur des altitudes supérieures à 30 mètres, donc en fait on n'est pas sur des fonds de Talweg, on est plutôt sur des hauts de versants. La surface relative, donc ça c'est un truc de géomorphologue en fait, c'est des surfaces enveloppes. Ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on en déduit que ce type 1 est surtout présent sur les anciennes surfaces d'aplanissement, donc vraiment les hautes terres. Les anciennes surfaces résiduelles tertiaires. La position sur le versant est aussi intéressante puisqu'on va retrouver ce type 1 surtout sur les hauts versants et bordures de plateaux. Et concernant la lithologie, on n'avait pas la carte vectorielle 50 000 géologique, tout ça c'est un gros roman, donc on n'a pas pu aller très loin, on s'est juste basé sur la BD Lisa. Donc on arrive à tirer un portrait robot de ce type 1, qui est en fait des complexes tourbeux situés sur les hautes surfaces d'aplanissement de la région Pays de la Loire, dans des contextes climatiques arrosés, en situation de bordure de plateau ou amorce de tête de vallon et haut de versant, et en secteur plutôt pentu. Et selon les quelques tendances lithologiques qu'on a quand même pu avoir, on est plutôt en zone de socle, ou en tout cas quand on est dans des zones de bassins sédimentaires, plutôt sur les sables argileux ou les tuffeaux. Ce qui nous permet d'émettre quelques hypothèses sur les contextes préférentiels d'alimentation qui seraient plutôt à tendance ombrogène et ou soligène. Et on a en fait deux secteurs de prévalence vraiment de ce type 1, c'est les collines du Maine et le Haut-Bocage. D'accord. Et ensuite, on peut passer maintenant, qu'on a ce premier portrait robot, à une modélisation de la localisation, donc là à deux échelles, à l'échelle régionale et à l'échelle locale. Donc l'échelle locale a été faite au niveau des collines du Maine. Donc là avec différentes méthodes, je passe, hein, là c'est des régressions logistiques qui ont été faites. Bon, c'est une méthode statistique assez robuste pour prévoir la présence de variables binaires 0,1, présence-absence, donc présence-absence de tourbière. Donc pour le type 1, voilà ce que ça donne à l'échelle région. Donc on retrouve bien en fait en rouge et en orange les zones où on va avoir de fortes probabilités de présence de ce type-là, avec un modèle qui est assez robuste puisque le modèle prévoit bien plus de 90% des tourbières connues de type 1 ont des valeurs en fait ici qui sont bien supérieures à 0. Et on voit bien que par rapport aux autres types, on a un bon gap. Donc là, on a un modèle qui est assez robuste. Donc avec ces secteurs-là qui ressortent bien, et celui-ci qui servira aussi pour vérifier si le modèle fonctionne bien, c'est sur les Vosges. Et puis quand on refait le même travail à l'échelle des collines du Maine, donc là on refait aussi le travail de croisement, parce qu'on est sur une zone qui est beaucoup plus petite, on arrive à ceci, c'est-à-dire un modèle là qui est beaucoup plus fin, et qui permet d'avoir une probabilité de présence. Donc là en fait on voit bien ici la colline de paille, enfin du moins la corniche de paille qui ressort très bien ici avec donc en zone de forte probabilité de présence, ainsi que toutes ces zones ici de haut relief qui ressortent bien. Alors bon, un manque quand même, c'est qu'on n'a pas pu travailler avec la carte géologique puisqu'on n'avait pas cette donnée vectorielle. Il est évident qu'avec la carte géologique, là on aurait pu grandement améliorer le modèle, notamment puisqu'on sait qu'on a une prévalence de présence ici sur les quartzites et sur les grès. Donc là on aurait pu vraiment aller beaucoup plus loin. Donc ce travail-là pour la stratégie d'inventaire, ça a permis en tout cas de prioriser déjà des types fonctionnels de tourbières à aller inventorier,
Ça a permis aussi de précibler certaines régions, comme les collines du Maine, le Haut-Bocage et puis certains autres secteurs dont on n'a pas parlé ici. Et l'intérêt, c'est que cet inventaire qui a commencé cette année va se prolonger donc sur plusieurs années, va apporter à la base d'informations et on pourra refaire tourner le modèle avec des informations beaucoup plus fines, ce qui permet du coup là vraiment d'être dans un modèle auto-apprenant. Les critiques quand même majeures, c'est l'absence de la donnée géologique qui dans les études fonctionnelles sont fondamentales. Donc là c'était quand même un gros manque, mais qui là est vraiment lié au prix de cette donnée-là, qui est quand même cher. Et puis, évidemment, sur ce pré-inventaire et sur ces cartes de prédiction, il y a des erreurs d'oubli, des erreurs topologiques. On reste bien ici sur un document de travail. C'est pas un document final, c'est vraiment un document qui permet de lancer toute une démarche d'inventaire et de compréhension fonctionnelle, et ça sur plusieurs années. Voilà. Et ça permettait juste d'avoir une bonne base, histoire d'organiser le travail sur les prochaines années.